Alors, ma présentation, elle portera donc sur l'autodétermination, sur des défis et sur des enjeux qui parcourent l'accompagnement. Je me propose de structurer cette intervention en 3 temps. Dans un premier temps, je reviendrai sur les éléments associés à ce qui a déjà été abordé en début de matinée sur ce changement de paradigme qui parcourt l'accompagnement. Ensuite, je me propose de revenir avec vous sur, dans le fond, c'est quoi l'autodétermination. Et puis, je terminerai en fonction du temps qu'il me restera sur quelques pistes de pratique pour promouvoir concrètement l'autodétermination au quotidien, étant donné qu'au sein du service d'orthopédagogie clinique que je représente, on a travaillé avec et pour des personnes avec une déficience intellectuelle au développement de guides méthodologiques de soutien à l'autodétermination et à l'élaboration du projet de vie. Et c'est pour ça que tout au long de ma présentation, vous allez voir que je vais faire pas mal de liens avec tout ce qui est lié à la déficience intellectuelle, parce que c'est avec ce public-là qu'on a travaillé dans le cadre de recherche participative. Mais l'autodétermination, c'est généralisable à tout un public et je dirais même à tout professionnel et toute personne de manière générale. Et donc pour commencer, je viendrai sur ce changement de paradigme parce que vous savez qu'il y a un regard qui a évolué sur la question du handicap dans nos sociétés, sur la question de la déficience intellectuelle aussi en particulier. Quand on parle du handicap, on avait initialement l'appellation hand in cap, la main dans la poche pour établir l'égalité de l'échange. Désormais, on est sur la situation de handicap, comme on a dit en tout début de matinée, on est dans ce lien entre la personne et son environnement. Et quand il y a un lien qui est plus négatif entre la personne et son environnement, on va parler d'une situation de handicap. Je reviendrai là-dessus par la suite. Mais tout d'abord, commençons par la déficience intellectuelle, où je vous ai mis des petits mots qui ont été associés historiquement à la déficience intellectuelle qu'on a appelée pendant tout un temps l'oligophrénie. Oligophrénie, on va parler d'un manque, on va parler de carence, un manque d'intelligence par rapport à une norme qui entraîne nombreuses difficultés. On a parlé ensuite de l'idiotie. Et là-dessus, je voudrais juste revenir quelques instants sur cette définition qui a été établie par Esquirol en 1818. Alors bien sûr, il faut remettre dans le contexte de l'époque. On est en 1818, mais je voudrais juste qu'on la lise parce que derrière ces terminologies, il y a toute une signification qui va colorer nos pratiques et qui colorait les pratiques de l'époque. Et donc Esquirol a fait un travail pour distinguer la démence de l'idiotie. Et il nous dit que l'homme en démence est privé des biens dont il jouissait autrefois. C'est un riche qui est devenu pauvre. L'idiot, lui, il a toujours été dans l'infortune et dans la misère. L'état de l'homme en démence peut varier. Celui de l'idiot est toujours le même. Celui-ci a beaucoup des traits de l'enfance, celui-là conserve beaucoup de la physionomie de l'homme fait. Je pense que vous voyez ce vers quoi je veux tendre quand je parlerai de cette définition, où on a pendant très longtemps pensé la déficience intellectuelle associée à un statut de l'enfance, où on n'est pas dans une vision des potentialités de la personne, où on est vraiment, vous le voyez, quelqu'un qui n'est pas amené à développer ses compétences, quelqu'un qui expérimente une certaine forme de statu quo, une infortune constante. Alors bien évidemment, on a changé dans ces visions-là, mais je voulais revenir avec vous quand on pense justement à ces enjeux de protection, mais c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi dans les politiques, alors je ne vais pas dire inclusives de l'époque, mais dans les différentes politiques où on est dans la personne qui est en situation de handicap, c'est une personne à protéger, c'est une personne à mettre dans du coton, à mettre dans de la ouate, étant donné sa situation d'infortune et qu'on n'est pas forcément dans une vision où elle peut développer ses compétences et s'épanouir. J'en arriverai à la définition à l'heure actuelle de la déficience intellectuelle et je vais revenir là-dessus parce qu'il y a certaines choses que je voudrais que vous gardiez dans un coin de votre tête, parce que je vais le mobiliser par la suite de mon exposé. Alors quand on parle de déficience intellectuelle, vous avez 3 éléments qui sont essentiels: l'âge développemental, ça je ne reviendrai pas là-dessus, et bien sûr on va vous parler d'un déficit des fonctions cognitives avec le lien étroit avec le quotient intellectuel. Et donc, quand on va vous parler de déficit cognitif, on a des personnes avec une déficience intellectuelle qui vont rencontrer des difficultés au niveau du raisonnement,
de la résolution de problèmes, des stratégies de résolution de problèmes, de la planification, de la pensée abstraite, du jugement, et on va associer la déficience intellectuelle avec une certaine forme de naïveté. Je pense que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. On est encore dans cette vision qui est basée aussi par des difficultés à l'égard d'une norme. Mais au-delà de ça, ce qu'on met de plus en plus en avant, c'est tous les enjeux liés au comportement adaptatif. Est-ce que ça fait écho, le comportement adaptatif, chez vous? Ok. J'ai pas bien entendu, mais je vous dis ok quand même. Alors, les déficits du fonctionnement, en tout cas adaptatif, là, c'est le lien où on ne va pas se centrer uniquement sur le quotient intellectuel, mais on va voir ce qu'il se passe concrètement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va voir les comportements que la personne met en place concrètement sur le terrain, ce qu'elle met avec aide, ce qu'elle met sans aide ou ce qu'elle ne met pas du tout en place. On est dans une vision beaucoup plus développementale avec la finalité qui est l'autonomie et qui est l'indépendance. Je pense qu'en France, on mesure le comportement adaptatif par le biais de la Vineland 2. Nous, en Belgique, on est sur le BCA, mais on est dans la même philosophie. Et quand on vous parle de comportement adaptatif, on va faire le lien avec les habiletés conceptuelles, sociales et pour les pratiques apprises. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous l'ai dit, nous, on a pensé après des guides méthodologiques, des pratiques pour venir soutenir les personnes avec une déficience intellectuelle dans l'exercice de leur autodétermination. Donc ce que je vais vous demander de garder en tête précieusement, c'est déjà le fait qu'il y a en effet certaines difficultés qui se jouent au niveau notamment des stratégies de résolution de problèmes, de pensée abstraite et de jugement. Et ce que je vais vous demander aussi de retenir, au-delà de ça, c'est le lien qui se joue entre la personne et son environnement dans des finalités d'indépendance, dans des finalités d'autonomie et quelque chose de développemental, donc qui est amené à se développer au fil du temps, au fil des apprentissages, et donc qui met aussi en question l'environnement et toute la notion de soutien. Le dernier modèle que je voulais vous présenter, c'est celui qui est promu par l'AIDD pour parler de la déficience intellectuelle et qui vient compléter la définition que je vous ai donnée auparavant. Vous avez sur la colonne, alors je ne connais pas droite et gauche, donc ce sera comme ça, donc je crois que c'est gauche. Vous avez donc d'une part les capacités intellectuelles. J'en ai parlé, stratégie de résolution de problèmes, raisonnement, pensée abstraite. Comportement adaptatif, j'en ai parlé. Le lien qui se joue entre la personne et son environnement dans une finalité d'indépendance. On va rajouter la santé. C'est quoi pour vous la santé? La définition de la santé? Un état de bien-être physique et intellectuel. Tout à fait. On est dans un état de complet bien-être, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans l'absence d'une maladie. On va vous parler d'un état de complet bien-être à la fois physique, à la fois social, à la fois psychique et cognitif dans sa plus large vision. On va vous parler de participation, d'interaction, de valorisation de rôles sociaux. On a vu dans la vidéo le fait d'avoir un travail, le fait d'être en couple. On pourrait faire le lien aussi avec le fait d'être parent. Et puis enfin, le lien avec les contextes, où on peut parler d'un contexte avec un grand X, parce que moi j'ai mon contexte dans ma vie familiale, j'ai mon contexte dans mon couple, j'ai mon contexte dans mon travail, j'ai mon contexte aussi de manière plus générale dans la société, avec les politiques qui sont présentes, qui vont être plus ou moins facilitatrices de mon autodétermination. Et donc vous avez toute cette colonne-là, où on aspire tous à s'épanouir, on aspire tous au bien-être, et donc on met en avant le fonctionnement humain global, et en interface, le soutien. Et qu'est-ce que c'est que le soutien, selon la AIDD? C'est justement l'ensemble des ressources, et c'est l'ensemble des stratégies que l'on met en place pour promouvoir le développement de l'éducation, des intérêts, du bien-être. Nous, on parle beaucoup de qualité de vie, pour justement se permettre d'améliorer le fonctionnement individuel. Et moi, c'est là-dessus que je voudrais revenir, sur cette notion de soutien, c'est cette interface qui se joue entre la personne, son environnement, dans le but qui nous rassemble, me semble-t-il, tous, c'est de promouvoir le bien-être, de promouvoir la qualité de vie.
Et donc, ce changement de paradigme entre l'oligophénie et puis la situation de handicap avec la déficience intellectuelle, on a des paradigmes historiques qui se sont enchaînés. On a, et ça a déjà été abordé ce matin, mais parler de l'exclusion, une marginalisation, une élimination. Nous, en Belgique, on a, mais je pense que c'est le cas aussi en France, mais on avait ces structures qui étaient en dehors de la ville, où moins on voyait et mieux c'était. On a eu tout le paradigme de la prise en charge. Alors nous, on est allergique avec cette terminologie de prise en charge, étant donné aussi tous ces enjeux de charité, de normalisation, de bien-pensance et de bienfaisance, mais où le but est de répondre à une norme, ce qui peut entraîner quand même beaucoup de difficultés au quotidien, et notamment quand on croise déficience intellectuelle et vieillissement. En tout cas, on voit que le fait d'avoir couru pendant très longtemps après une norme, ça peut entraîner une fatigue non négligeable qui a des conséquences d'autant plus négatives chez la personne vieillissante. Maintenant, ce qu'on met en avant, c'est la reconnaissance des droits et la citoyenneté. C'est-à-dire qu'au-delà de dire que la personne a des droits, c'est lui permettre aussi d'en jouir au quotidien. Et on a mentionné la Convention des droits des personnes handicapées dans cette introduction. Ces trois paradigmes, ils peuvent être encore présents à l'heure actuelle. Maintenant, c'est à nous de se poser la question, moi, où j'en suis dans mes pratiques par rapport justement à ces enjeux. Est-ce que je suis encore dans une question de prise en charge, de protection, ou est-ce que je suis davantage dans une dimension de promotion de la citoyenneté ? Là-dessus, j'aimerais faire un petit jeu avec vous, où vous avez ce tableau qui a été mis en avant par l'OMS en 2011, c'est pas tout récent, mais qui parlait de l'empowerment. Et là, on est par rapport à l'empowerment dans la santé mentale, mais vous allez voir que ce tableau, il est utilisable par tout à chacun. Vous avez donc dans la colonne, c'est sympa, c'est tout le temps gauche, donc ça va être facile pour moi. Dans la colonne de gauche, le 2. C'est-à-dire que dans un modèle qui est plus médical, le professionnel est appelé un soignant. Les usagers de service sont appelés des fous, des malades mentaux. On peut revenir avec mes terminologies qui ont été associées à la déficience intellectuelle. On a une personne qui est un objet de soin, qui est définie sur base de ses déficits, sur base de ce qu'elle ne sait pas faire, et l'aidant est exclu du soin. Alors évidemment, moi je vais vous demander le vert. Quand on est dans une promotion de la citoyenneté et de l'autodétermination, quelles sont les terminologies qui sont associées, selon vous, aux professionnels ? Une idée ? Accompagnant ? Je note. Tout le monde est d'accord ? Il y a un enjeu massif. Intervenant ? D'accord. Aidant, oui. D'autres idées ? Waouh. Merci, monsieur. Usager de service fou, malade mental. Personne en situation de handicap, résident. Individu. Ok, on verra. Comme un objet. Comme un sujet, défini en termes de déficit, en termes de capacité, et aidant exclu du soin, père aidant. Ok. Je vous montre. C'est le moment suspense, un peu, j'aime bien. Voilà. Alors, c'est le moment où on comptabilise les points, si je fais ma science de l'éducation qui fait passer une interrogation, mais je ne le ferai pas. Donc, professionnel professionnel, le soignant, vous l'avez en tant que facilitateur, en tant que médiateur. C'est cette interface dont je vous parlais quand je mentionnais le soutien. Le fou, le malade mental, c'est un usager des services, c'est un citoyen. Comme un objet, on est dans un sujet, c'est même pas sujet de soins, mais d'accompagnement. Défini en termes de déficit, là on va parler de possibilité et même de potentialité, et exclu du soin, on est dans le fait d'avoir des partenaires à part entière. Derrière ces terminologies, il y a tout un sens aussi que l'on utilise dans le cadre des pratiques. Moi j'ai un autre exemple que j'aime bien citer, c'est pour montrer justement cette notion avec le secteur plus médical.
quand vous amenez vos enfants, à vous, à une activité qui est centrée sur le cheval, quel sport pratique-t-il? L'équitation. Vous amenez un groupe de jeunes avec de l'autisme à une activité qui est basée sur le cheval. Que font-ils? De l'équithérapie. C'est juste pour vous dire, est-ce que le but c'est de mettre à mal le modèle médical? Pas du tout, mais de venir le compléter. Pour ça, je vous ai demandé la définition de la santé au tout début. On est dans un état de complet bien-être, mais pas uniquement physique, social, et aussi tout ce qui est de l'ordre du cognitif, etc. Et mon changement de paradigme, je le retrouve dans la CDPH. Alors, je ne vous ai pas mis toute la CDPH. J'ai juste mis certains éléments du préambule pour en clore avec ma première partie, où on va vous parler qu'on reconnaît que la notion de handicap évolue et qu'elle résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et des barrières comportementales et leur environnement. Dans le préambule, qu'est-ce qui est également mis en avant? Eh bien, l'importance justement de pouvoir faire ses propres choix, d'être plus autonome, d'aller vers l'indépendance. On va vous mettre en avant l'importance de participer activement et aussi ce principe d'égalité des chances où ce qui importe, c'est la diversité au sein de la communauté, d'avoir un sentiment d'appartenance à défaut de l'exclusion. Et donc, je vous l'ai dit, moi, notre finalité, eh bien, c'est tout ce qui est lié à la qualité de vie. Et donc là, je vous ai repris un petit schéma avec nos différentes, je pense, origines et horizons professionnels, avec ce qui nous rassemble, cet enjeu lié à la qualité de vie, avec justement le bien-être bio-psychosocial. Pour la petite histoire, à la base, je n'avais pas mis qualité de vie au milieu. J'avais repris ça sur un site internet où il y avait justement la personne en situation de handicap. Et une fois, j'ai une personne qui a dit, mais à très juste titre, moi, j'ai pas du tout envie d'être au milieu de la table en train d'être scrutée par tous les professionnels, ça m'intéresse pas. Ce qui doit être scruté, c'est mon projet. Et moi, je suis autour de la table. Donc arrêtez de dire que je suis au cœur de l'accompagnement, je fais partie de la démarche. Et ce qui est au cœur de l'accompagnement, c'est mon projet et ma qualité de vie. Et pour justement se centrer sur la qualité de vie, il y a plusieurs composantes que nous on utilise en psycho quand on utilise une échelle de qualité de vie. Et il y en a une sur laquelle je voudrais particulièrement revenir, c'est cet enjeu d'autodétermination qui est mis comme un levier à la qualité de vie. Et qu'est-ce que c'est que l'autodétermination? Alors je vous invite, je ne vais pas pouvoir recueillir tous les avis, mais à se poser une question, en fait, pour moi, l'autodétermination, qu'est-ce que c'est? Et dans mes pratiques, est-ce que je considère que je soutiens l'autodétermination? Et en fond, est-ce que l'autodétermination, c'est pour tout le monde? Et moi, je vais venir avec certains éléments de réponse, mais je ne suis pas panoramix, donc je ne viendrai pas avec une solution magique. Pas du tout, mais plutôt avec des pistes qu'on pourra réfléchir et aussi après cette conférence parce que je pense qu'il y a beaucoup de créativité, et ça a été énoncé dans l'introduction, à mettre en place dans cette volonté de promouvoir la qualité de vie et le bien-être. Et je voudrais revenir tout d'abord sur la question de choisir, de faire des choix. Juste pour vous sensibiliser sur le fait que choisir, c'est pas si simple, que du contraire. Choisir, c'est des choses qu'on a appris nous, même depuis qu'on est tout petit. Rien que le choix au niveau des goûts, c'est à partir de 2 ans que c'est d'autant plus prononcé. Les couleurs, 4 ans, mais c'est des choix. Et juste, je vous suis revenue sur la définition du dictionnaire. Je n'ai pas été voir bien loin sur cette notion de choix ou de choisir. Et déjà, quand on va parler de choisir, le dictionnaire nous dit qu'il faut pouvoir avoir un panel d'options, de choix. Là, vous voyez le lien avec l'environnement. Si je n'ai pas vraiment d'options, quel choix je peux faire? Et des options qui soient véritables. Si c'est un oui que c'est ça que tu préfères et que tu trouves que c'est vachement mieux pour toi parce que l'autre, c'est pas une bonne solution, on n'est pas dans un choix. Donc choisir, ça veut dire déjà que je dois avoir un choix qui m'est rendu accessible et que je comprenne que je sois face à une situation de choix. Choisir, c'est aussi une action. C'est-à-dire que j'ose prendre la parole ou j'ose m'exprimer d'une quelconque manière pour dire que c'est ça que je préfère. Ça veut dire aussi d'être suffisamment en confiance pour pouvoir exprimer à ma manière ce choix
et pouvoir continuer le chemin vers la mise en œuvre de ce choix. Donc déjà, ça demande des options, ça demande une action, et ça demande aussi de la cognition. Parce que quand je fais un choix, c'est-à-dire que je sais que je fais ce choix parce qu'il est préférable pour moi par rapport aux autres choix. Et donc j'analyse aussi chaque situation de choix pour voir celle qui me correspond le mieux en l'instant T, mais aussi plus tard, parce que quand je fais un choix, je vais devoir en assumer les conséquences et la responsabilité. Vous voyez que choisir, c'est loin d'être aussi simple. Et c'est des choses qui s'apprennent. Ce que je voudrais aussi revenir, c'est que quand on parle de promotion de l'autodétermination, on va parler de promotion du choix, c'est pas forcément toujours aller vivre en autonomie, c'est pas forcément ces grands choix. Il y a aussi des petits choix de la vie quotidienne qui ont beaucoup d'importance et qui méritent d'être mis en œuvre au quotidien. Est-ce que je peux choisir mes vêtements? Est-ce que je peux choisir aussi ce que je vais manger ce soir? Il y a plein de petites choses qui vont apporter énormément dans la vie quotidienne lorsque j'ai mon espace pour justement m'exprimer par rapport à ce qui me tient à cœur. Et donc choisir, c'est pas si simple parce que ça me demande de poser un jugement et donc d'exclure des alternatives, et peut-être que papa et maman ne seront pas contents par rapport aux alternatives que je laisse de côté. C'est me connaître aussi, connaître mes préférences, connaître mes besoins, connaître mes attentes, savoir que je suis face à une situation de choix. C'est anticiper les conséquences, qu'elles soient positives mais aussi négatives. C'est parfois me planter, me dire mince, si j'avais su, je ne serais pas venue. Là-dessus, moi je parle souvent de la pédagogie la petite graine. Est-ce que vous connaissez cette pédagogie? C'est très simple, plus je me plante et plus je pousse. Vous la gardez si vous voulez, mais en tout cas ça fait partie de la philosophie. Je pense qu'on a aussi beaucoup appris en se trompant, ça arrive. Et ça fait aussi du bien parfois de se tromper, et je vois pas pourquoi tout le monde n'aurait pas le droit finalement à l'erreur. C'est aussi choisir de dire non. Non, j'ai pas envie. Non, cette activité, elle m'intéresse pas. Et moi, je sais que quand on me dit non pour participer à une recherche, dans le fond, sur le coup, c'est un peu frustrant, mais après, je suis contente. Parce que je me dis, tiens, les personnes n'ont pas vu l'intérêt pour elles, elles ont osé me le dire. Pour moi, ça m'enrichit, parce que c'est peut-être que j'ai peut-être pas bien présenté aussi la manière de faire. Et puis elles ont eu aussi été suffisamment en confiance pour me dire que non, elles ne veulent pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça s'apprend. Et donc, j'en arrive sur l'autodétermination. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fait de faire des choix ou est-ce que c'est plus que ça? J'ai une première définition de l'autodétermination, c'est là que je vais faire preuve de bilinguisme parce qu'elle est apparue en 1992. Chez moi on dit 92, je crois que c'est 92, qui nous dit que c'est l'ensemble d'habiletés et d'attitudes qui permet d'agir comme l'agent causal de sa propre vie afin de réaliser des choix et de prendre des décisions par rapport à sa qualité de vie. Vous voyez, je reviens sur la notion de choix, sur la notion de qualité de vie, mais je ne vais pas vous mentir, cette définition, c'est pas ma préférée et je l'aime même pas trop. Pourquoi, à votre avis? Moi, je trouve qu'il manque un truc, en tout cas. Est-ce qu'elle vous convient à vous? Il manque un petit truc, hein. Il manque le contexte. Exactement. Il manque le contexte, il manque le lien qui se joue entre la personne et son environnement. Déjà, revenir sur cette notion d'agent causal, qu'est-ce que ça veut dire? Agent causal, ça veut dire que je suis à l'intention. C'est moi qui suis à l'origine d'une conséquence. Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui fais tout seul? Non. Je suis à l'intention. Et puis, ce qui manque, et ça a été repris dans la définition qui a été mise quelques années plus tard, c'est en fait, je suis le premier agent causal. Je ne suis pas le seul, parce que je peux avoir besoin de soutien pour pouvoir justement faire valoir mon autodétermination et mon autonomie. Et puis, au-delà de ça, j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Et c'est important de connaître aussi ces balises que je ne peux pas franchir, et si je les franchis, eh bien, je peux avoir des conséquences et je dois assumer ces conséquences. Et donc, je n'ai pas de contrôle absolu. Personne n'a un contrôle absolu ici. Et donc, c'est justement cette notion sur laquelle on revient en disant « je suis le premier agent causal », mais je ne suis pas le seul.
Et donc, quand on va vous parler d'autodétermination, nous, on se base beaucoup sur le modèle de Weymeyer, qui va associer l'autodétermination à différentes composantes. Déjà, en haut, vous avez tout ce qui est de l'ordre des capacités. Je vais commencer par la gauche parce que j'ai ciblé que la gauche c'était par là. Donc, tout ce qui est de l'ordre des capacités qui sont amenées à se développer au fil des apprentissages. Je peux faire le lien aussi avec mon comportement plus adaptatif. À droite, vous avez l'environnement qui me fournit des occasions pour me permettre de développer mes compétences, pour les mettre à l'épreuve et puis pour cheminer vers davantage de fonctionnement optimal si je reprends mon modèle de l'AIDD. Entre les deux, il y a l'importance des perceptions et des croyances. Si forcément, moi, en tant qu'accompagnant, je crois que la personne face à moi, elle va quand même pas y arriver, je ne vais pas mettre en place quelque chose pour lui permettre de mettre en avant ses compétences. Tu sais, pour toi, c'est pas bon, ça. T'es trop handicapé. Eh bien, vous n'allez pas mettre en place quelque chose qui va lui permettre ne serait-ce que d'essayer. Et inversement, si moi je me dis je ne vais pas y arriver parce que je ne suis pas capable, je sais bien que ça, je ne vais pas y arriver, eh bien, la personne ne va pas avoir cet élément aussi de motivation qui va lui permettre de tenter et de cheminer sur ce parcours. D'où le lien entre la personne, son environnement, l'importance des perceptions et des croyances et ce qui vient colorer en dessous le soutien. Ensuite, quand on vous parle d'autodétermination, il y a 4 composantes. La première, l'autonomie décisionnelle. Je suis capable d'agir sans influence externe indue. Donc je peux avoir des influences externes. Qui n'a jamais demandé conseil à personne? Qui n'a pas déjà refilé une tâche? Ça, je t'avoue que je préférais que tu le fasses toi, parce que moi, j'ai pas trop le temps. Donc c'est juste en absence d'influence externe indue. Mais l'autonomie, pour moi, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on évalue, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Et on va se rappeler aussi de la définition associée à la déficience intellectuelle. Vous avez l'autonomie, mais vous avez après l'autorégulation, c'est-à-dire les stratégies de résolution de problèmes. Et donc, c'est la capacité justement à se fixer des objectifs, à pouvoir identifier le parcours entre ma situation actuelle et l'objectif que je me fixe, les différentes étapes. Et si je me plante, je peux voir justement quand je me plante et je peux essayer de retrouver une solution qui me corresponde. C'est pas simple, mais ça peut être outillé, ça peut être soutenu. Au-delà de ça, l'importance aussi de l'autoréalisation, c'est-à-dire le fait de se connaître. C'est quoi ma préférence? C'est quoi qui me tient à cœur? En fait, qui je suis? C'est quoi mon identité? C'est quoi? Alors souvent, les personnes, elles ont beaucoup plus de facilité à dire ce qu'elles n'arriveront pas à faire, leurs faiblesses, à défaut de leurs forces et de leurs ressources. D'où l'importance de connaître aussi ces ressources, ces difficultés, parce que c'est ça qui va me permettre de me fixer aussi des objectifs, d'identifier un parcours et après de témoigner d'autonomie. Et le dernier, on en a parlé un peu, cette notion d'empowerment, mais là on est dans de l'empowerment psychologique, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir du contrôle. J'ai la perception que je peux y arriver. Je crois que j'ai les compétences qui me permettront d'atteindre mes objectifs. Parce que vous avez beau avoir tous les plus beaux objectifs du monde, si vous ne croyez pas capable de les atteindre, vous n'allez pas mettre grand-chose en place pour pouvoir y arriver. Et donc c'est là ma boucle qui est réalisée et qui nous met que l'autodétermination, en fait, elle est tout à fait relative. Elle va dépendre de moi, elle va dépendre de mon environnement et de plein d'éléments derrière ma pointe de l'iceberg, ce qui fait que c'est pas si simple et c'est même assez périlleux. Juste pour réactualiser un petit peu le modèle, parce que vous avez vu un modèle qui date de 1996, il y a des travaux qui sont menés actuellement par Sjogren qui réactualisent justement ce modèle en 2017, mais il y a des choses qui sont très très proches. On va vous parler d'une action de volition, avec des choix conscients qui sont fondés sur mes préférences, des actions agentiques avec l'importance de l'autorégulation et des actions de contrôle avec le fait de croire en mes compétences. Quand je veux, je peux. J'ai la capacité pour y arriver et mes efforts mèneront, quoi qu'il arrive, à ce que je veux. Mais vous voyez qu'on est dans la même philosophie par rapport à ce modèle de l'autodétermination. Et donc, si j'ai un peu une morale par rapport à cet enjeu d'autodétermination, ce que je voudrais vous dire, c'est que déjà un comportement n'est jamais ou que très rarement absolument autodéterminé. L'important, c'est pas de pouvoir faire tout seul,
c'est de pouvoir faire, d'être dans cette intention et de co-construire ensemble pour en arriver à répondre aux attentes de la personne qui a une déficience intellectuelle ou même de tout à chacun. Être autodéterminé, ça ne veut pas dire qu'on oublie les règles existantes. Il y a un cadre notamment légal, mais le but c'est que je connaisse les enjeux liés aux conséquences. Si je franchis une certaine norme, qu'est-ce qui pourrait m'arriver et que cette information elle soit rendue le plus accessible possible pour que je puisse avoir des actions qui sont dites éclairées. L'autodétermination, c'est lié à l'habitude, c'est lié à l'entraînement, et on le voit au fur et à mesure avec les gens qu'on a pu accompagner. Après, ça roule et c'est d'autant plus enrichissant nous-mêmes en tant qu'accompagnants. Et puis la difficulté majeure, c'est pas dans le fait d'exprimer une envie, mais c'est surtout ce qu'il y a derrière ma pointe d'iceberg, c'est de trouver ensemble les chemins pour pouvoir répondre à mon objectif, de pouvoir évaluer les différentes options et pour en faire le fameux objectif opérationnel et mesurable que nous devons mettre dans nos différents rapports. Et puis tout l'enjeu du soutien étant donné le but vers lequel on souhaite tendre. Et donc, est-ce qu'on veut promouvoir l'autodétermination? Je pense qu'on le veut tous, ou alors je pense que vous ne seriez pas là. Mais concrètement, on fait comment? Parce que c'est bien beau tout ça, avec toutes ces perspectives, mais comment moi, demain, je fais dans mon boulot pour promouvoir l'autodétermination d'une population avec une déficience intellectuelle? Alors c'est des demandes qu'on a souvent, c'est pas nouveau, vous voyez notamment Sjogren qui nous disait déjà en 2014 qu'il y avait des demandes croissantes de formation. Et donc moi maintenant, je vous propose déjà de vous donner quelques petites bribes d'informations à ce sujet, tout en vous rappelant que je ne viens pas avec une recette miracle. Pas du tout, mais avec des pistes sur lesquelles on peut être amené à réfléchir par la suite. Et là, je citerai d'autant plus les travaux de Fontana Lana, qui sont des collègues suisses qui ont réalisé un ouvrage très intéressant sur comment former les personnes justement à promouvoir leur autodétermination au quotidien. Et moi, je reprendrai juste leur structure en 4 étapes. 1. J'ai envie. 2. J'explore. 3. Je cherche des chemins ou je cherche des options. Et 4. J'agis. Ces 4 cases, elles sont fondées notamment sur le modèle d'autodétermination de Weymeyer que je vous ai donné auparavant. Qu'est-ce que c'est que le j'ai envie? C'est le fait de... C'est quoi ma préférence? C'est quoi ce qui me tient à cœur? C'est quoi mes attentes? C'est quoi qui me parle? Moi, quand je travaillais plus au niveau des EHPAD aussi, je leur demandais c'est quoi qui fait que le matin vous vous réveillez avec le sourire? C'est quoi cette petite flamme qui vous parle? Et une fois qu'on a ça, par un jeu aussi parfois de questions-réponses, d'essayer de réfléchir à découper cet objectif en différentes étapes qui nous permet, au-delà de la pédagogie de la petite plante, de prôner la pédagogie des petits pas. Alors parfois c'est difficile de faire émerger une envie, c'est tellement flou, donc nous on a pu réfléchir aussi à quelques outils directement utilisables avec des populations avec une déficience intellectuelle, davantage légère et modérée, pour essayer de mettre en avant cette envie. On a notamment, et je vais ramener quelques guides après si vous voulez les visualiser, des petites fiches qui existent avec les besoins ou les envies majeures qui ont été constatées dans la déficience intellectuelle et qui nous permet de rebondir avec la personne directement. Par exemple, être curieux. Est-ce que tu es curieux ? Et qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Et raconte-moi ce qui se passerait si tu devais être curieux, si tu devais être plus curieux. Restez tranquille aussi, parce que parfois c'est important aussi d'avoir des moments de repos. Alors, juste vous dire aussi, je sais que j'ai plus énormément de temps, mais derrière cette envie, l'importance de ne pas balayer d'un revers de main une envie qui paraît démesurée. Moi, j'ai une jeune fille, mon objectif, c'est de devenir une chanteuse célèbre. Tu peux pas. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Mais non, on n'est pas là-dedans. C'est quoi qui te plaît dans le fait d'être une chanteuse? Moi, j'ai envie de bien chanter. J'ai envie de bien chanter pour faire plaisir aux gens.
D'accord? Et les gens à qui tu voudrais faire plaisir, c'est qui? À maman, papa, et puis aux gens aussi, des amis, et puis quelques personnes. Et après, on voit ensemble, c'est quoi être chanteur célèbre? Ah, les tournées, ça m'intéresse pas. Non, parce que j'ai mon amoureux et j'aimerais pas trop qu'il soit jaloux, et puis j'ai pas forcément envie d'aller loin de papa et maman. Et du coup, en fait, cette jeune fille, par un biais de questions-réponses, on en est arrivé au fait qu'elle voulait apprendre à mieux chanter. Donc elle a suivi des cours de chant et elle a considéré que son objectif était atteint quand elle a été chanter sa chanson préférée au karaoké et qu'elle avait invité les membres de sa famille. On aurait pu dire non, chanteuse célèbre, tu peux pas. Eh bien en fait, dans sa vision de chanteuse célèbre, pour elle, elle l'a accompli quand on a vraiment découpé par petits objectifs ses ambitions. Donc j'ai envie, j'explore, vous avez des cartes notamment ressources, mais l'importance de voir dans mon environnement, qu'est-ce que j'ai à disposition? J'ai de l'argent sur lequel justement j'ai un petit budget sur lequel je peux choisir un peu ce que j'ai envie de faire. Je m'y connais en transport en commun, j'ai un téléphone dans lequel j'ai un GPS, j'ai mon calendrier où je sais justement que tel jour-là c'est libre pour pouvoir mettre en place mes objectifs, etc. Donc j'explore, c'est quelles sont mes ressources matérielles, quelles sont mes ressources aussi humaines qui me permettent de mettre à bien mon objectif. Mes outils aussi, ça c'est un petit outil de quoi j'ai envie, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, les ressources, les obstacles qui me permettent de dire, pour pouvoir mener à bien mon envie, ce que je dois développer en termes de compétences, c'est, là en l'occurrence, c'était de prendre des cours de chant pour essayer de mieux chanter. Je cherche des chemins, on a plusieurs options qui sont envisageables et là vous avez notamment plusieurs questions qui peuvent être posées pour savoir quelle est la meilleure option pour moi? Est-ce que ma solution elle demande beaucoup d'efforts? Est-ce que ma solution elle va me coûter trop cher? Quels sont les risques? Et est-ce que les risques je peux les assumer moi? Est-ce que moi je suis prête à accepter les conséquences de cette solution? Et est-ce que mon entourage est prêt à accepter les conséquences de cette solution? Et vous avez notamment des petits bonhommes de couleurs, et alors plus vous avez de rouge, moins la solution, ça paraît être la bonne. Plus vous avez de vert, plus on va essayer de creuser cette solution. Je vous avais dit l'importance non pas de l'abstrait, mais de revenir avec des éléments beaucoup plus concrets comme soutien lié à la déficience intellectuelle. Et juste terminer sur des outils et des pratiques que nous avons développés au sein du service. Vous avez un premier guide à gauche encore, c'est vraiment merveilleux, qui vous parle de c'est la vie de qui après tout, donc c'est pour développer l'autodétermination des adolescents, notamment pour le passage vers la vie adulte, et on vient sur le fait d'apprendre à se connaître, l'apprendre aussi à se fixer ses objectifs mesurables et opérationnels, et donc on est dans un accompagnement à cet égard. Le deuxième, c'est j'apprends à m'autoréguler. Donc là, on est dans le fait de mettre en place des petits jeux pour apprendre les différentes stratégies de résolution de problèmes. Le troisième, l'autodétermination, c'est le même que le premier, mais adapté pour des adultes. C'est un public des AT qui nous avait demandé d'adapter tout ça pour des adultes. Et le dernier, imagine ton projet de vie. Il a été remis au goût du jour en lien étroit avec la FIRA et l'université aussi de Bordeaux pour avoir un premier livre, c'est J'apprends à choisir, où vous voyez tout le cheminement qui se joue. Est-ce que je peux tout choisir? Choisir, c'est prendre un risque. Et si je me trompe dans mon choix? Et si mes parents n'aiment pas mon choix? Ou ce sont toutes des activités qui sont faites directement pour la personne pour pouvoir travailler ces notions de choix directement avec elle. Et enfin, j'apprends justement pour tout ce qui est l'élaboration de mon projet de vie. Donc est-ce que j'ai une idée d'objectif? Donc on peut revenir sur les différents outils que je vous ai montrés. J'ai montré qu'une petite brève partie. Où est-ce que j'en suis dans mon projet? Quelle émotion ça me suscite? Le fait de réaliser ce projet, ou si j'en arrive à des conséquences auxquelles je ne m'attendais pas, jusqu'à la dernière étape. Alors on est belge, mais on a beaucoup collaboré avec la France, étant donné, et si je dois rendre mon projet à la MDPH. Et enfin, vous avez un petit guide en ligne, un petit logiciel en ligne, C'est ma vie, je la choisis, qui permet directement de compléter différents outils
en ligne pour savoir justement quels sont les choix qui me tiennent à cœur et dans différents domaines, les relations sociales, tout ce qui est le lien avec le travail notamment, aider à l'élaboration du projet de vie. Et à chaque fois, vous avez un petit guide des aidants pour essayer de vous accompagner dans votre créativité que j'espère d'autant plus débordante. Je vous ai dit, j'ai des petits guides si vous voulez. Après, sur le temps de midi, il y a toujours possibilité de les visualiser. Et donc, en conclusion, l'autodétermination, c'est un changement aussi de paradigme vers plus de citoyenneté. Je vous rappelle mon petit tableau avec ces enjeux de citoyenneté. C'est un processus qui prend du temps parce qu'on voit qu'on est dans une période charnière. Si on vient tout changer radicalement, ça peut être source vraiment d'angoisse pour des personnes qui n'ont pas été entraînées à pouvoir justement développer cette autodétermination au fil du temps. On est dans un mouvement. Choisir, ça s'apprend, pas n'importe comment, et d'où l'importance, je pense, de faire valoir votre créativité, aussi d'échanger tous ensemble sur ces enjeux et sur ces défis, notamment du défi du soutien. Je terminerai avec le Nothing About Us Without Us, qui est la figure aussi emblématique de l'autodétermination. Et puis, quelques noms, on fait donc des guides qu'on valide socialement. Donc, ce sont les personnes qui les testent et qui nous font des commentaires pour nous dire quand c'est bien et quand c'est pas bien, etc. pour en arriver à quelque chose qui leur corresponde. Et donc, quelques petits extraits de discours quand on a pu faire évaluer nos guides. Parce que c'est important, j'ai appris des trucs, comment ça sera plus tard. On nous dit aussi, pour me débrouiller dans la vie, ça va m'aider, me faire du bien pour faire autre chose. Et puis enfin, c'est amusant, je préfère ça que les maths. Et si on arrive en plus à être plus agréable que les maths, je pense qu'on a gagné d'autant plus. Je vous remercie de votre attention.